Ces 30 dernières années, on estime à environ une vingtaine les cyberattaques qui ont concerné les systèmes énergétiques dans le monde. Elles peuvent avoir des motivations très différentes, financières, géopolitiques et de réputation, ce qui démultiplie évidemment leurs origines et complexifie la cyberdéfense. Pour évoquer cet enjeu vital, on va accueillir 3 intervenants pendant une trentaine de minutes. Scott Aronson d'abord, je vous demanderai de l'accueillir. J'espère qu'il est là, Scott Aronson. Il est Executive Director Security and Business Resilience à l'Edison Electric Institute, qui représente toutes les entreprises électriques qui appartiennent à des investisseurs américains. 220 millions d'Américains profitent de leurs services. Il va partager avec nous dans un instant l'expérience de vos collègues américains. Si, pour la traduction, vous avez des casques à votre disposition, si vous en avez besoin. Nous aurons aussi une approche européenne du sujet grâce à Jamie Chi. Il est là, bonjour, hello. Qui est secrétaire général adjoint de l'OTAN pour les défis de sécurité émergents. Et puis, une vision française du sujet avec Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Guillaume Poupard qui nous rejoint aussi. Vous pouvez les accueillir. Merci beaucoup. Je vais mettre mon casque. On va commencer avec vous, Scott Aronson. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous éclairer en commençant par définir en quoi consiste le cyberrisque? Bonjour. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je pourrais parler en français, but my speech would be very, very short. So I appreciate your indulging me as I speak in English, but I also really want to thank UFE for inviting me here today, not so much to speak to you, but to hear everything that I've heard through the course of today. The Edison Electric Institute, which is who I am with, is effectively the equivalent of UFE in the United States. And to hear so much of the conversation today, besides the language barrier, is exactly the things that we are speaking about in North America. So, whether it's what we were just talking about with respect to data, some of the distributed resources, some of the fuel diversity issues, and now, of course, security. So I was asked to give a little bit of perspective on some incidents that have happened globally and in particular in the United States, basically as a basis for the rest of the conversation that we'll have with my panelists. And what was interesting about that, what I want to be able to do is talk about those incidents, but not just talk about them, well, okay, they happened. Talk about those incidents as a way to talk about what we're doing to improve our security posture. So the first one I'm going to talk about is something called Aurora. I don't know if anybody's heard of that. This happened about 10 years ago. It was a vulnerability that was discovered it was discovered by a national lab. It was discovered by our federal government. And we in the electric industry found out about it on CNN. That's less than ideal for any number of reasons, but I'll explain. In general, Aurora was a proof of concept. It was, we can, with a few strokes of a keyboard, just like was shown on the little animation from a second ago, a few strokes of a keyboard, we can create a blackout. We can use a cyber attack to have impact on physical infrastructure. 10 years ago, that was a big deal. I think all of us today sort of recognize, yeah, of course that can happen, but it's never that simple. And Aurora, I think it needs to be noted, was done with perfect knowledge. It was done in a lab. It was done with people who both knew what they were attacking and knew how to attack it. And as folks know, it's never that simple in the real world. Then that proof of concept happened again with Stuxnet, but it wasn't a proof of concept anymore. It actually happened in the real world. And I'll talk about the juxtaposition a little bit later about Aurora and Stuxnet. The second incident I want to talk about, maybe counterintuitively, is a physical attack. And this was a physical attack known as the Metcalf substation attack. Metcalf is a very large transmission substation in Northern California, serving both San Francisco and Silicon Valley. And what was interesting about the Metcalf attack, first of all, one or more people, they've never captured who did it, fired 141 rounds into this substation, destroying 17 of the 21 transformers there. First thing, you probably haven't heard of that. You know why? The lights didn't even blink in San Francisco or Silicon Valley. So I think that helps to illustrate that the resilience of the grid is something that we need to be pursuing.
The other reason I bring it up in a cyber context is it did have a bit of a cyber component to it, in that the perpetrator or perpetrators went into a telecommunications vault close by and cut fiber optic cables that served both 911, our emergency response system in the area, but also they cut SCADA visibility to the system. So you see this kind of confluence of cross-sector interdependencies, telecommunications and electric, a physical attack that required cyber means to perpetrate. The next attack I want to talk about happened, and these are my favorite kinds, they happened to somebody else, but we get to learn from them. And this was Ukraine, and I think all of us here are learning from what happened in Ukraine. Let's unpack that attack. And there were two. They usually happen around Christmas, so we're getting close again. But 2015 is the one that I want to talk about. In 2015, a country that rhymes with Russia attacked four companies known as Ukreenergos in Ukraine. These are distribution-level companies. And they attacked four of them, but only three had impact. Well, that's interesting. I'll talk about that in a second. 225,000 people lost power for 6 hours. It's not a good day, but it's not a catastrophic day. And to this day, those Ukreenergos are operating without some digital infrastructure, but they're operating. And that goes back to this notion of resilience that I mentioned a minute ago. So the other thing I mentioned is four were attacked. Over 250 days, the perpetrators went in early May. We've ultimately done some of that forensics and learned that 250 days later, then they executed the attack. Well, four were attacked, three had impact. What about that fourth? They saw anomalies on their system during that 250 days leading up to it, which gave them the ability to take action to mitigate. That's very helpful. What would have been more helpful is if they would have shared that information with their fellow electric companies. So we talk a lot about information sharing between government and industry as something that's important. That's a perfect illustration of why. Now, the last one I'll talk about very briefly. It's not that interesting, but it does prove one point. It was known as, well, it's known as a lot of things. In the United States, it was known as Nuclear 17. People have talked about black energy. There's any number of other fun names that come with it. This happened and it was discovered earlier this year, but the press got a hold of it and really blew it up. And the reason they did was you put the words nuclear and cyber into the same sentence, and everybody gets very, very scared, appropriately so. However, this attack vector was only on information technology systems, only on IT systems, not on OT systems. So that brings me to where I want to sort of go into, okay, so that happened. What are we doing about it? First, a few kind of provocative statements. The first is, and I just got to it, IT versus OT. We were just talking about data. We were talking about customers. I don't want any of the companies that I am privileged to represent to have data loss or to have the personally identifiable information of their customers spread all over the internet. But that isn't a national security issue. OT attacks, things that impact our ability to provide electricity, that's where our focus needs to be. We are critical infrastructure, not because it's some fun label to put on, but because we are critical to the life, health, and safety of our customers and our citizens, and because we are critical to the national and economic security of the nations that we provide this service to. So when I think about this, the second provocative statement I would make is I'm kind of threat agnostic. We talked about physical security and cybersecurity in Metcalf. I've just come off, today is for anybody who's counting and has followed the hurricane season in the Atlantic and in the United States, I'm coming off of day 103 since Hurricane Harvey made landfall in Texas. At the end of the day, I don't care if it's an act of war or an act of God. What we need to do is manage consequences. The power goes out because of a substation shooting, because of a hurricane, because of an earthquake, a wildfire, or a cyber attack, or some combination. What we need to do is be able to get the lights back on as quickly as possible. And then the last thing, and I've said it a couple of times, cyber versus physical. The last panel, I think, did a great job. What we're doing now is creating
an infrastructure that creates data from the physical world. There will never be a physical attack that doesn't have cyber impact. There will never be a cyber attack that doesn't have physical impact. What we've done in the United States, and what I've been asked to talk a little bit about today, I'll kind of go through it really quickly so that we can get to the discussion, is we have a tendency to be incredibly, I think humans, have a tendency to be reactive. Something bad happens, and then we close the door. What we're trying to do is get more proactive, because when you're talking about operational technology attacks that could be existential threats to our nations, we need to be able to be preparing for those eventualities. In addition to my role at the Edison Electric Institute, I'm also privileged to serve as the secretary for something known as the Electric Sector Coordinating Council. And what the ESCC is a group that brings together all segments of the electric power sector in North America, so Mexico, United States, and Canada, to work on issues of critical infrastructure security. The ESCC is made up of chief executives, the heads of 30 corporations. So I have the opportunity to have 30 CEO bosses. That is as fun as it sounds, but it also, CEOs themselves are not the ones who are doing the work, but they are phenomenal at providing resources, creating accountability, setting priorities, and then ultimately being draws to other senior executives, including in the government. So that partnership has been critical to our preparation to deploy new tools, to get better information sharing, to work across sectors with which we are interdependent, and to ultimately be better prepared to respond. So that's two legs of the stool. We have partnerships in the United States and in North America, and we do all sorts of response planning. The reason for response planning is we have to be right 100% of the time. The adversary has to be right once. If we are not focusing on what happens after the incident while the skies are blue today, we're committing malpractice. And so a lot of what we have done has been focused, the Department of Defense in the United States calls it the boom continuum. Left of boom, before the bad thing happens. Right of boom, after the bad thing happens. We are very focused right of boom these days, preparing for and planning to respond. The third leg of the stool, and this always comes as a surprise to audiences coming from an industry perspective, we are heavily regulated in the United States, and we're okay with that. Regulations themselves do not equal security. Okay, I've done A, B, and C, therefore I am secure. No, you are complacent because you think you're secure. But that foundational level of security is actually exceedingly valuable, making sure that all of the people who operate this one big machine, the electric grid in North America, have at least a baseline level of security. But if you think that's security, it's a really simple explanation. If you tell me to put a 10-foot fence around everything, the adversary simply brings a 12-foot ladder. So let's not pretend that regulations equal security. That said, a foundation, and I think something that has been talked about here in Europe has been the National Institutes of Standards and Technology Cybersecurity Framework, the NIST framework. We are actually quite supportive of the NIST framework for two reasons. One is it maps very effectively to the standards and regulations we already have in place. And two, it creates a common language across industries and across governments. So we've had nothing but positive views on the NIST framework. So as you saw with that animation, I'll sort of wrap up with it here so we can get on to the conversation. We're dealing with movie scripts. I think everybody thinks we are just a few keystrokes away from a months-long blackout. And I think everybody in this audience who is more technical in nature and who's close to the industry knows it's not quite that simple. But these are existential risks that we're dealing with. And I think the opportunity to collaborate both across sectors within our own countries or within our own continents, and to collaborate globally so that we can learn from each other. An attack on critical infrastructure is an attack on civil society. It used to be that a war would start with a ballistic being shot downrange, and there you go.
A war is going to be started with strokes of a keyboard. And if we're not doing things today as a global community to be prepared for that eventuality, again, I would commit that we are committing malpractice. So I appreciate the time today, appreciate the opportunity to be here, and look forward to the discussion. Merci pour cette introduction, Scott Aronson. Merci, Jamie Shee. Juste pour prolonger ce que nous disait tout à l'heure Scott Aronson sur les attaques qu'ont pu subir les pays en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, est-ce qu'on a déjà connu des attaques importantes? C'est-à-dire que nous n'avons pas pour l'instant connu d'attaques importantes. Le micro, s'il vous plaît, Jamie. Le micro. Pardon, Oui. plus proche. Exactement. Merci. D'abord, il faudrait que je commence tout de même avec une certaine politesse, en vous remerciant de la gentille invitation et en exprimant mon énorme soulagement qu'à cette heure tardive de l'après-midi, vous êtes encore plus nombreux dans la salle que nous le sommes ici sur l'estrade. Je craignais, mesdames, messieurs, vivement le contraire. Donc, merci d'avoir attendu jusqu'à notre panel. Ce que je dirais, c'est que même si nous n'avons pas connu d'énormes attaques, contrairement à l'Ukraine, qui est un peu le terrain d'essai, en quelque sorte, pour ces genres d'exercices en guerre hybride, nos services de renseignement manifestent quand même un énorme intérêt pour la vulnérabilité de nos structures d'énergie comme cible prioritaire en cas d'une véritable agression, Scott vient d'y faire allusion, ou même lorsqu'il s'agit de sonder le terrain. Par exemple, juste la semaine dernière, Kieran Martin, qui, comme vous le savez, est en tête de la National Cyber Security Center à Londres, dans un discours remarqué, avait dit que pour l'instant, plus que les banques, plus que les industries militaires ou les systèmes de commandement militaire, les industries britanniques nucléaires et d'énergie étaient devenues la cible prioritaire. Donc, même si pour l'instant, on n'a pas connu de Stuxnet ou de Black Energy comme en Ukraine, nous y sommes préparés. Et je dirais qu'il y a à cet égard trois problématiques. Scott y a fait allusion, mais je voudrais aussi développer. Je crois que la première problématique, c'est que tous les sondages montrent que vous avez dans votre secteur à la fois la vulnérabilité aux attaques les moins sophistiquées et la vulnérabilité aux attaques les plus sophistiquées. Par exemple, un sondage montre qu'en 2015, alors que pour tous les secteurs en moyen, le facteur humain, les défaillances humaines étaient responsables de 56% des pénétrations. Dans votre secteur, le secteur des utilities, l'électricité, le chiffre était de 70%. Donc, ce qui montre qu'en ce qui concerne la sécurité de base, quand même, il y a du pain sur la planche, il reste à faire. Par contre, quand vous allez, et Scott y a fait allusion, aux attaques les plus sophistiquées, qui sont bien sûr le propre des États, parce que comme Scott l'a si bien dit, il faut un long temps de préparation, il faut investir des moyens, il faut à la fois deux éléments de logiciels malveillants. Un pour pénétrer, pour faire la reconnaissance, et l'autre, le soi-disant kill chain, pour effacer les données ou pour détruire les systèmes. Donc ça, c'est le propre des États. Donc, pour la moyenne de toutes les industries, ces attaques dirigées par les États représentent 35%, alors que pour le secteur de l'énergie, presque 50%. Donc une vulnérabilité accrue. Et lorsqu'il s'agit d'activistes, des groupes comme Anonymous, qui ont quand même lancé des campagnes de cyberattaques contre les sites nucléaires en Arabie Saoudite pour des mobiles de protestation politique, pour l'industrie en moyenne, c'est 54%, mais pour le secteur de l'énergie, 61%. Donc vous êtes plus vulnérable en bas et vous êtes plus vulnérable au haut. Bon, ce qui donc montre dans un premier temps qu'il faut revoir les éléments de base de la cybersécurité. Les accréditations plus compliquées, l'entraînement, la formation des employés, les exercices, comme Scott l'a dit, la défense en profondeur avec plusieurs garde-fous ou pare-feu et non pas simplement un mur extérieur, qu'il faut non seulement essayer d'empêcher l'attaque de pénétrer le premier mur, parce que ceci devient de moins en moins possible, mais d'avoir plus d'intelligence, plus d'awareness, comme on dit en anglais,
lorsque la pénétration a été faite et où va en quelque sorte le logiciel malveillant dans le système. Quelle est la cible et n'est-ce pas la rapidité de l'avance. Il faut avoir davantage de connaissances sur les données les plus précieuses qu'il faut encrypter, qu'il faut protéger par rapport aux autres données qui sont moins sensibles. Personne ne veut perdre des données, mais quand même, il y a des coefficients de dégâts associés aux données les plus sensibles. Et il ne faut pas simplement, ce que tout le monde fait, veiller à ce qui rentre, mais plus important, veiller à ce qui sort. Et donc, croyez-moi, dans le domaine de la cybersécurité, tout le monde est focalisé pour empêcher ce qui peut rentrer, mais il y a beaucoup moins d'attention de technologie pour contrôler les données qui filtrent, qui sortent, et surtout par le moyen de l'Internet, et d'empêcher ça. Donc, première constatation que je voudrais faire, c'est qu'il faut quand même revoir les éléments de base. Pardonnez-moi, juste, je voudrais, Guillaume Poupard, juste entendre Guillaume Poupard, si vous voulez bien. D'accord. Sur les risques de cyberattaque dans les sites industriels, en France, c'est une priorité. Vous avez identifié aujourd'hui combien de sites vitaux et combien dans l'énergie? C'est vrai qu'on a une culture d'identification des infracritiques dans le domaine de l'énergie, mais dans les autres aussi. Hein. Le gros problème, c'est quand on commence à s'intéresser et à trop mettre de moyens sur un domaine, c'est ailleurs que ça tape. Ça, c'est malheureusement une règle essentielle. Je ne suis pas sûr que votre micro marche, Guillaume Poupard. Si, on vous entend? Tenez, prenez celui-ci. On va le casque en même temps. Tenez, non, ça ira. Donc prenez deux micros. Je partageais avec lui. Donc, je redis très vite. Voilà, on est bien sûr focalisé sur le secteur critique qu'est l'énergie. C'est une évidence. D'abord parce que c'est directement critique, et puis ensuite par les conséquences, et pas à vous, je vais l'expliquer, les conséquences collatérales que ça peut avoir en cas d'attaque, ça peut être absolument dramatique. Donc c'est la raison pour laquelle, dès le départ, quand on a commencé à réfléchir, et c'est assez récent, hein, il faut être très modeste dans ce domaine-là, mais à réfléchir comment faire pour aller plus loin et se préserver face à ces menaces, je ne vais pas les rappeler, mais enfin des menaces qui peuvent être aussi bien de niveau criminel que de niveau étatique. Comment faire pour anticiper, pour ne pas attendre, comme le disait Scott, pour ne pas attendre un drame pour réagir. Juste, pardon, sur les constats. En juin dernier, vous présentez le bilan de 2016 de l'ANSSI et vous dites, je vous cite, nos équipes réalisent des audits industriels dans tous les secteurs d'importance vitale, et vous rajoutez, et pour être franc, on se fait peur au cours de ces audits. Pas très rassurant quand même. Non, on se fait peur. C'est un peu mon métier de faire peur. Hein. Je suis navré, surtout en fin de journée. Il faut faire peur, mais en même temps, il faut porter un message d'espoir. Ce n'est pas non plus la fin du monde qui est devant nous. Ouais. La fin du monde, elle est à peu près garantie si on ne réagit pas collectivement face à cette menace cyber. Et c'est vrai que dans les audits que l'on fait, alors je ne vous dirai pas qui on est allé voir et je ne vous dirai pas ce qu'on a trouvé, ça n'aurait pas de sens, ça fragiliserait encore plus des gens qu'on veut protéger. Mais c'est vrai que nos auditeurs, ils arrivent à faire des choses. Et dans certains domaines, ça fait froid dans le dos, très clairement, parce que nos auditeurs, c'est rien d'autre que des attaquants en termes de capacité, des attaquants avec, simplement, ils ont une éthique, ils travaillent pour la nation, ils sont là pour aider, mais ce qu'eux sont capables de faire, on peut tout à fait imaginer que d'autres, beaucoup plus malfaisants, aient la volonté de l'utiliser à des fins vraiment destructrices. Donc, dans le secteur de l'énergie, on a, sans rentrer dans les détails, parce que là encore, ça gênerait certaines personnes dans la salle, mais on a une coopération de longue date, puisqu'évidemment, c'est le premier secteur auquel on a pensé. Je dois reconnaître qu'il y a un véritable sérieux. Je dis pas ça à tout le monde, hein, c'est pas parce que je suis avec vous ce soir. Il y a un véritable sérieux parce qu'il y a une culture de sûreté, de sécurité. On n'est pas à expliquer les b.a.-ba de la sécurité quand on vient dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Donc ça, c'est un vrai plus. Il y a ce que j'appelle parfois une saine paranoïa qui est déjà en place. Ce qui est absolument essentiel, et c'est là où on travaille avec les acteurs de l'électricité, c'est pour être sûr que l'identification des bons scénarios d'attaque a bien été faite. Et surtout qu'on ne se concentre pas uniquement sur les premières choses auxquelles on pense. Et typiquement, dans le domaine, c'est la production, typiquement à laquelle on pense en premier, et pas la production solaire. Voilà. Et typiquement, ça, c'est un domaine qui est sérieux, c'est un domaine qui fait bien les choses, c'est un domaine avec lequel on travaille étroitement depuis longtemps et sur lequel je suis plutôt serein. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de regarder tous les autres éléments de la chaîne, le transport, la distribution, jusque chez le client. Et ça, c'est un petit peu le travail que l'on a fait, et même beaucoup le travail que l'on a fait, notamment avec Linky, pour pas les nommer. Puisque un compteur qui se fait attaquer, c'est peut-être grave pour le client, mais personnellement, je m'en moque un petit peu. 10 compteurs qui se font attaquer, c'est pareil, c'est pas grave. Toute une ville qui se fait attaquer, ça peut commencer à poser des questions. Donc il est absolument essentiel que les bons scénarios de sécurité soient pris en compte, et ces scénarios, ils sont souvent nouveaux, parce que dans l'ancien monde, la probabilité qu'il y ait 10 000 compteurs qui soient attaqués en même temps était relativement faible.
Dans ce monde numérique qu'on a aujourd'hui, on a un effet systémique qui fait que attaquer tous les compteurs en même temps, c'est pas du tout impossible. Donc on veille véritablement, et ça c'est notre rôle d'agence nationale, de faire en sorte que les bons scénarios sont pris en compte et qu'ensuite les bonnes contre-mesures, on pourrait y revenir éventuellement dans le détail, sont réellement mises en œuvre pour éviter ces attaques. C'est tout à fait faisable d'éviter, mais si on ne fait rien, c'est sûr que ça passe très bien. Si j'ai bien compris, Scott, tout à l'heure, il y a des discussions entre secteurs industriels. Est-ce que c'est le cas aussi en France? Parce qu'on discute chacun finalement dans son coin. Alors c'est très variable d'un secteur à l'autre, pour être très franc. Pour sortir du monde de l'électricité, les banques par exemple, travaillent très très bien ensemble, elles ont cette culture et il n'y a pas besoin d'intervenir, elles échangent des très simplement. Il y a d'autres secteurs, c'est plus négatif donc je ne les citerai pas. Entre secteurs on discute? Est-ce qu'avec l'énergie on discute avec la banque? Est-ce qu'avec la non, banque moi j'aimerais déjà qu'au sein de chaque secteur, ça discute. C'est pas toujours une évidence du tout, parce que c'est compliqué de parler de... Alors si, de parler de grandes théories, on y arrive toujours. Parler d'attaques concrètes, parler de ce qui vous est arrivé, le dire à des concurrents, c'est gênant. Le dire à des partenaires, c'est peut-être encore plus gênant, d'ailleurs. Et on est vraiment dans ce problème de la confiance et du fait que l'attaque informatique, c'est encore, quand on est victime, c'est encore quelque chose d'assez honteux. Et d'ailleurs, nous, quand on intervient, et malheureusement, on intervient sur pas mal d'incidents graves chaque année, eh bien, la première chose que nous demandent les opérateurs chez qui on intervient, tous secteurs confondus, je suis évidemment pas focalisé sur l'électricité, eh bien, c'est la confidentialité, parce que le suraccident qui est lié au fait que l'attaque se sait est parfois même plus grave que l'attaque elle-même. Jimmy, vous avez un micro. Est-ce qu'il y a une obligation aujourd'hui de reporting lorsqu'il y a des attaques en Europe? C'est-à-dire au niveau de l'Union européenne, absolument, parce que vous avez le directive Nice qui va entrer en vigueur d'ici quelques mois et qui impose, dans les cas de brèche et de non-reportage, des amendes assez sévères. Et donc, ce qui va de nouveau faire que ça soit obligatoire plutôt que volontaire. Ceci n'est pas le propre de l'OTAN, bien sûr. Comme vous avez, par exemple, le directive générale de la protection des données. L'autre partie, n'est-ce pas, de cette sécurisation de la cyberespace, également prônée par l'Union européenne. Mais je dirais, Guillaume, il a tout à fait raison. Je crois que jusqu'alors, les systèmes d'échange se font dans le secteur même. Banque, énergie. Ce qu'il faut par contre, et quelque chose que nous avons développé à l'OTAN, ce sont des plateformes de partage d'informations qu'on appelle MISP dans le jargon anglo-saxon, the Malware Information Sharing Platforms. Nous en avons un qui nous permet, avec 15 industries de différents secteurs, de partager des informations en toute confidentialité, précisément parce que les données sont restructurées de sorte que l'information que vous devez recevoir pour pouvoir identifier un logiciel malveillant déjà expérimenté dans votre système est assez solide pour vous permettre de faire l'identification, mais est assez flou pour ne pas révéler l'origine ou la source d'information. Et donc, il y a quand même des moyens techniques qui font en sorte que nous puissions avoir davantage de partage. Deuxièmement, je crois que aussi nous devons mieux comprendre la source des attaques. Si vous avez un cancer, cher monsieur, mais vous allez chez le docteur et le docteur dit oh, je vais vous donner quelques médicaments et des ibuprofènes et après vous allez vous sentir mieux. Et après vous vous sentez mieux et parce que vous vous sentez mieux, vous n'allez plus au fond dans l'analyse du véritable problème. Vous pensez qu'avec une petite rectification, tout est OK et vous continuez comme si de rien n'était sans avoir vraiment dépisté la source de votre insécurité. C'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Le problème résolu, on ne va plus, n'est-ce pas, sonder le problème. Et je crois que ce qui change, c'est que maintenant, vous voyez davantage les agences de l'État qui voient, surtout pour les 16 industries critiques dans l'énergie, une responsabilité de fournir nettement plus en amont. Scott en a parlé avec son cercle industriel d'échange avec le gouvernement, des informations sur les exploits zéro, etc. L'Amérique vient de changer de système pour pouvoir partager 9 sur 10 de ces exploits zéro avec les industries, pour vraiment les éduquer mieux dans l'analyse des attaques, pour aller vraiment au fond, pour qu'on puisse donc trouver la source et comme le cas du cancer, apporter un véritable remède. Guillaume Poupin, est-ce qu'aujourd'hui on prend justement ce problème à la source et est-ce qu'on travaille avec ceux qui développent les systèmes industriels, c'est-à-dire les automates, les systèmes de contrôle-commande, parce que c'est là aussi que les failles se trouvent? C'est bien là qu'il faut reprendre un petit peu tout le métier, sur toute la chaîne, au niveau des équipementiers. On a vaguement évoqué Stuxnet,
peut-être que tout le monde ne connaît pas Stuxnet, mais enfin, ça a été quand même un traumatisme qui a montré que, même si en l'occurrence c'était pour la bonne cause, qui a montré qu'on pouvait attaquer des systèmes industriels et que ça pouvait avoir des conséquences très fortes en termes de sabotage et pas uniquement de vol d'informations comme on pense habituellement. Donc suite à ça, on s'est mis à travailler étroitement avec les plus grands équipementiers. Je vais les citer, c'est Schneider, c'est Siemens, qui ont compris que c'était leur intérêt de vendre des produits qui soient certes des produits efficaces. Cette efficacité passe par une digitalisation, par du numérique, mais passe également par le fait d'apporter une qualité intrinsèque en termes de cybersécurité. Donc on travaille avec eux à la fois sur le fond, mais également sur la méthode pour garantir la confiance. Qu'est-ce que c'est qu'un produit sûr aujourd'hui ? Tous les produits, si vous demandez au bon commerçant qui va bien, il va vous dire qu'il est sûr, c'est une évidence. Donc on a absolument besoin d'avoir un mécanisme indépendant de certification, de revue, qui permet à la fois d'identifier quel est le niveau de résistance que l'on attend. Tout ne doit pas être sécurisé à un niveau maximal, ce serait hors de prix, inatteignable. Donc il faut fixer, avoir une véritable analyse de risque pour voir qu'est-ce que l'on attend de chaque produit, de chaque équipement, et ensuite être capable de mener une évaluation indépendante qui va aller vérifier la résistance réelle. Et une fois qu'on a fait ça au niveau des différentes briques, reste toute la question du système. Ce pas les mêmes qui vont concevoir les systèmes. Donc s'assurer que les systémiers, les développeurs, les intégrateurs vont bien prendre en compte toutes ces contraintes de cybersécurité de bout en bout, c'est un travail colossal. Hein. Ce que je vous dis là, c'est absolument pas anecdotique. Et s'assurer également que ceux qui vont opérer ces systèmes, et une fois encore, c'est plus les mêmes, hein, c'est encore d'autres personnes, sont bien formés à ces questions de cybersécurité, sont bien en une position pour détecter ces attaques, pour y réagir le plus vite possible. C'est toute une chaîne opérationnelle qu'il faut être capable de mettre en place. Et ça, aujourd'hui, ça demande la coopération de l'ensemble de ces acteurs, l'entité, parfois même jusqu'aux clients, probablement. Et le rôle d'une agence comme la nôtre, c'est justement de contribuer, pas de tout faire, pas de tout réglementer, mais de créer un climat favorable pour que cet écosystème se développe et par moment pour réglementer. Je suis d'accord avec Scott, la réglementation ne fait pas tout, mais la réglementation peut aider, surtout dans un pays comme la France, à prendre conscience de l'urgence et à faire en sorte que les bonnes priorités soient mises au bon endroit. Aronson, justement, sur ce sujet du travail que vous faites aussi avec les fournisseurs, peut-être, est-ce que les mêmes dispositions sont prises qu'en France? First of all, merci beaucoup to the translator. I'm keeping up. So a couple of things I want to react to, but specifically to that question about the manufacturers. I just happened to be in with a large manufacturer who will remain nameless, their chief security officer, talking to a bunch of chief security officers of electric companies in the United States. We are going to digitize everything. We are going to be the industrial internet and on and on. And the chief security officers in the room sort of raised their hand and said, hey, that's great. We want all of that automation and the efficiencies that come with it and the situational awareness that we get from having these sensors. But can we operate in a degraded state? Can we operate manually? Can we do what the Ukrainians are doing today? And the chief security officer from this large industrial supplier was shocked, but also really appreciative of that dialogue because, yes, they can do that. And just as is true with all security, it's so much easier to bake things in than it is to bolt them on after the fact. And so having those sorts of dialogues, the other dialogue, and I agree completely with Guillaume, what he's talking about with respect to serving government, whether regulator or otherwise, serving as a coordinator, bringing everybody together, including customers, including the suppliers, including other sectors. That is something, at least speaking for the United States, we can do much better. We're not there yet, where we are sharing seamlessly across critical sectors. The electric sector shares very well with the electric sector. The financial sector shares very well with the financial sector, telecommunications, and on and on. But we are looked at least in the United States, as the most critical sector. Everybody else relies on us. Well, if we don't have water, we can't generate steam or cool our systems. If we don't have telecommunications, we can't operate. If we don't have transportation and pipelines, we can't move fuel. If we don't have financial services, we don't have access to capital markets, we can't trade our product. So there are a lot of ways to impact the electric grid short of attacking the electric grid. And if we don't get our hands around these interdependencies across critical sectors, I think we're in a lot of trouble. The last thing I wanted to just sort of respond to was the
notion of prioritization and distributed resources, meters. But in North America, including Canada, we have 55,000 transmission substations. We have 6,000 generating units. We have untold millions of miles of transmission lines. We have several hundred control centers. And then you bring all these distributed resources and other nodes onto our system. If you have a million priorities, you have no priorities. So figuring out where those most critical nodes are and really securing those, but then acknowledging that we may lose other nodes, that's going to be the recipe for success. Puisqu'on parlait du travail en commun, je voudrais qu'on parle de l'Europe, parce qu'il faut qu'on avance et qu'on a déjà peu de temps. Est-ce que, Guillaume Poupard, aujourd'hui, sur ce sujet de la cybersécurité, l'Europe est en ordre de bataille ? Déjà, pour revenir juste le cran en arrière, moi je pense que les États doivent se saisir du sujet. C'est pas le cas de tout le monde, ce que vous voulez dire. C'est pas le cas de tout le monde, exactement. Il y a une vraie diversité. Et là encore, c'est pas à vous que je vais le dire, mais s'il y a certains États qui, par exemple, sont très vigilants sur la cybersécurité de leur réseau électrique, de leur production, et que d'autres ne le font pas, je pense que les plus mauvais élèves vont contaminer tout le monde et qu'on va tous le payer. Donc on a un intérêt. Avant même de voir si l'Europe est efficace, on a un intérêt à ce que ce sujet, typiquement pour l'électricité, devienne un sujet européen. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a commencé un peu plus tôt, un peu seul, par une voie réglementaire, à dire, ben voilà, la loi française s'appliquant en France, on va demander aux grands opérateurs critiques de ce domaine-là, comme d'autres domaines, de faire des efforts considérables dans le domaine de la cybersécurité. Mais ça a été la première étape. Immédiatement, tous les opérateurs nous ont dit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que certains opérateurs d'abord ne sont pas que français, donc ils opèrent ailleurs et à nous demander est-ce qu'on doit faire la même chose ailleurs ou pas. Je répondais la loi française s'applique en France, mais enfin je vous encourage quand même à faire la même chose ailleurs parce que c'est quand même avant tout du bon sens. Il y a un vrai manque de réglementation européenne. J'y viens. Mais bon, des acteurs français ont des intérêts au-delà de l'Europe, très clairement. On peut être dépendant d'autres acteurs et ainsi de suite. Donc ce que l'on a fait, et puis il y a un problème de concurrence. Beaucoup me disaient oui mais c'est juste, c'est pas juste, je sais même pas dire, mais on nous impose des choses, on l'impose pas aux autres. Il y a une distorsion de concurrence. On sait même plus trop finalement qui est le gagnant, qui est le perdant dans cette affaire-là. Probablement qu'à court terme, le poids est porté par ceux qui ont plus de réglementation. À long terme, je pense que ça leur portera chance, au contraire. Mais ça pose un vrai problème d'avoir un traitement différencié entre pays membres de l'Europe. Donc on a beaucoup parlé à cette époque-là, c'était il y a 2-3 ans, avec la Commission européenne pour dire ce sujet cybersécurité, notamment pour les infracritiques, il est absolument fondamental. Certes, c'est un sujet de sécurité, mais c'est un sujet qui doit être porté à l'échelle européenne. Ça a mené à une directive qui s'appelle la directive Nice sur la sécurité des réseaux, dont on a déjà parlé, qui dit quoi ? Qui dit en fait que tous les États membres doivent se doter de capacités d'une législation, d'une capacité d'identification d'infracritiques, d'une agence comme la nôtre, mais qui n'est pas forcément sur le même modèle, donc de personnes en charge des questions de cybersécurité, que ces agences doivent coopérer sur une base volontaire. C'est très important, là les mots ont vraiment un sens. C'est pas l'Europe qui va faire la cybersécurité de ses opérateurs, de même que c'est pas l'OTAN qui va le faire. C'est vraiment à chacun de se prendre en main, fondamentalement, mais ensuite tout ça doit coopérer sur une base volontaire. C'est ça, mais vous avez dit plusieurs fois doivent, il n'y a pas d'obligation. On est en train de mettre ça en place. Ouais. Certains pays sont leaders, veulent le faire. La France est leader, l'Allemagne est leader. Donc ça, c'est très positif. Beaucoup de pays, alors j'allais dire de petits pays, parmi les petits pays, il y a des grands pays, mais des pays qui n'ont pas pris ce virage, sont en train de comprendre que la cybersécurité, c'est une question nationale, et ensuite de coopération. Et ils n'iront pas trouver de bouclier de protection à l'OTAN ou à l'Europe. C'est bien à eux de faire. Et ensuite, leur intérêt, c'est bien de coopérer. Et ça, c'est ce qui est inscrit, ce qui est dans la loi, finalement, avec la directive Nice. Donc ça, c'est extrêmement positif. Après, il faut le mettre en œuvre. Ce qui est compliqué, c'est quand même l'articulation entre ce qui relève de l'Europe et du national, parce qu'on est sur des questions régaliennes, la défense, là, en l'occurrence. Ce que dit la directive, c'est bien que toutes ces souverainetés nationales doivent coopérer entre elles sur une base volontaire. Ouais. Le fait de rajouter le mot volontaire, il n'est pas innocent. Il fait qu'on ne fait pas d'encoche aux questions de souveraineté nationale. Il est plutôt à dire que l'intérêt, même si on raisonne uniquement, égoïstement, sous des angles de souveraineté nationale, l'intérêt est d'aller coopérer avec les autres États membres. Et dans le domaine de l'électricité, c'est particulièrement vrai, évidemment, puisque c'est toute la plaque continentale qui est concernée. Donc ça, c'est très positif. Et je pense que ça a fonctionné simplement pour cette raison toute bête, c'est que ce n'est pas l'Europe qui apporte une contrainte, c'est l'Europe qui crée un cadre favorable à une coopération qui va bénéficier à tout le monde. Donc il y a beaucoup de pédagogie, finalement, beaucoup plus. Et c'est pour ça que je suis rarement optimiste sur ces questions de cyber, mais là, en l'occurrence, je suis optimiste.
Vichy, sur l'Europe, est-ce que la prise en compte des acteurs du secteur énergétique, elle est suffisante aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'interconnexions et donc forcément beaucoup donc de vulnérabilité. Oui, absolument, d'autant plus que juste il y a une semaine, la Commission a publié une nouvelle directive qui veut que d'ici 2030, au moins 20% de l'électricité d'un pays donné puisse être exportée à un pays voisin. Donc, pour augmenter aujourd'hui aux alentours de 6% jusqu'à 20% le degré d'exportabilité de fournitures électriques, donc qui peuvent intervenir en cas de solidarité ou de crise. Et donc, la connectivité est quelque chose qui a été prôné par l'Europe. Vous avez vu que des pipelines entre la Bulgarie et la Roumanie pour empêcher une espèce de coupure électrique de la part, ou de gaz de la part de la Russie, tel que nous l'avons connu il y a une dizaine d'années, ou entre l'Allemagne et la République tchèque, etc. Interconnectors, comme on dit, pour que l'Europe puisse transiter l'énergie dans les deux sens, non simplement de l'Est à l'Ouest, mais également de l'Ouest à Est, et aussi la péninsule ibérique, parce qu'il est assez paradoxal, mais il y a très très peu de connectivité entre la France et l'Espagne, et la France qui a un surcoût d'énergie nucléaire produite par vos cinquantaines de centrales nucléaires. Vous fournissez Londres, mon appartement à Londres et fournit pas l'électricité EDF. Remerciez-nous. Mais la France a un énorme intérêt à pouvoir exporter vers le sud. Comme Louis XIV disait, il n'y a plus de Pyrénées dans le sens de l'énergie nucléaire. Donc c'est important. Mais sur l'Europe, juste permettez-moi un dernier mot. Je crois que l'Europe, il y a une nouvelle doctrine de cybersécurité publiée par l'Europe il y a quelques jours et qui présente certains intérêts. D'abord, un rôle accru pour l'Europe dans le domaine de la recherche. Ils veulent créer des sites de recherche de la cybersécurité dans différents pays. Et maintenant, il y a un fonds de défense européen de l'ordre d'un demi-milliard d'euros. Et sur les 40 projets multinationaux qui ont été proposés à l'investissement, un bon tiers sont des projets de cybersécurité. Ça offre pour les industries françaises des possibilités de financement européen en combinaison avec des partenaires dans les pays donnés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, très rapidement, l'Europe, pour la première fois dans cette doctrine, s'est dotée d'une espèce d'article 5 de la cyberdéfense. Vous connaissez dans la rubrique du traité de Lisbonne, la partie 42,7 et 222, qui prône une espèce de solidarité. Ma culture ne va pas jusque-là. Oh non. Je suis là pour quelque chose dans ce cas-là, aujourd'hui, au moins. Non, l'Europe a décidé qu'une cyberattaque pourrait constituer une espèce d'agression contre l'Europe, au même degré qu'une attaque par les chars ou des missiles qui activerait donc l'article de solidarité commune, de réaction commune. Et donc je pense que c'est un grand pas en avant quand même. Dernier mot, et je termine, l'OTAN quand même essaye d'apporter sa pierre à l'édifice de notre haut moulin. Nous avons, parce que Guillaume, il a complètement raison, la défense commence par chez soi. Si les nations ne produisent pas les capacités, l'OTAN, au niveau collectif, va en manquer. Et nous avons adopté, sous l'impulsion de la France l'année dernière, une soi-disant engagement Cyber Defense Pledge, où pour la première fois, nous avons assujetti nos pays membres à des questionnaires très approfondis qui les obligent à être beaucoup plus transparents avec nous sur les investissements, leurs problèmes, leur niveau d'expertise, leur degré de coordination, la technologie, avec une espèce de grille d'évaluation objective commune. Donc pour moi, une orange est le même orange que pour vous. Et au fur et à mesure des années, ça va vraiment nous permettre de savoir où sont les maillons faibles de la chaîne et donc d'avoir des programmes effectivement pour boucher les trous. Donc voilà la petite et modeste contribution de mon organisation. Merci. Juste, je voudrais qu'on conclue, Scott Aronson, et puis je voudrais aussi entendre Guillaume Poupart sur ce sujet, mais vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Aujourd'hui, pour vous, la question de la résilience des systèmes, vous la mettez au même niveau que la question de la défense de ces systèmes ? En termes d'importance. I do, if not more so. You asked the question, are we ready? You asked of Guillaume and Jamie, are we ready? I'll be provocative, no, but that's not to scare people that we're not ready. It's that, again, we have to be right 100% of the time. The adversary has to be right once. There will be failures. Not a matter of if, but when.
So our responsibility is to make sure bad days do not become catastrophic, that there are ways to, much as the Ukrainians are operating in a degraded state, respond and recover. One of the things that we do in the United States is something called mutual assistance. We sent 60,000 crews from all over North America into Florida after Hurricane Irma knocked the power out for 8 million people. 8 million people lost power. Within 5 days, 95% were restored. Within 10 days, 99% were restored. Since then, we've developed, not since Irma, in the last couple of years, we have developed a cyber mutual assistance capability. I didn't get a chance to give a couple of my favorite quotes, so I'll leave it at this. Dwight Eisenhower, General Eisenhower, former president, and Mike Tyson, the boxer. Never heard those put together before, have you? The first one, Eisenhower said, plans are useless, planning is everything. It is our responsibility to work together with the government and across sectors to be prepared. Not because the plan is going to be so helpful, but because knowing each other before the bad day happens helps make sure it's not catastrophic. And then second, Mike Tyson said, everybody's got a plan until they get punched in the mouth. We're going to get punched in the mouth. We need to be prepared for it. We need to be doing it while the skies are blue as they are today. So I'll end it there. Excusez-moi, mais Napoléon le disait avant, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Donc vous avez quand même le droit à l'originalité. Bon, on aurait pu parler aussi du développement des objets connectés, les smart grids, qui vont aussi sans doute créer des failles. Guillaume Poupard, c'est aussi un sujet de préoccupation, mais ça rentre dans le cadre des discussions que vous avez avec les fournisseurs, j'imagine. Oui. Avant ça, j'ai ma citation aussi. C'est la version de mon adjoint qui me le répète constamment. Il me dit que la première victime du plan, c'est toujours le plan. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se préparer à la crise. Et on est exactement dans la même idée. Oui, les objets connectés, l'évolution. Il faut faire attention parce que dans ce domaine de la cybersécurité, on peut vite avoir un discours totalement rétrograde à expliquer que toute nouvelle forme de technologie est forcément dangereuse, ce qui est vrai fondamentalement au sens où ça apporte de nouveaux risques. Et, par contre, commencer à se dire on va se protéger de ces risques en n'allant pas dans le sens de l'histoire, c'est voué à l'échec. Donc on ne cherche surtout pas à jouer ça. Ce que l'on dit, c'est qu'il est essentiel d'identifier ces risques et que chaque nouvelle technologie, chaque nouvel usage soit associé à une analyse de risque. Et cette analyse de risque, ce n'est pas nous qui allons la faire. Nous, on peut aider méthodologiquement, on peut apporter des éléments. Mais fondamentalement, ce sont à ceux qui développent, ce sont aux usagers, ce sont aux détenteurs de ces systèmes de faire cette analyse de risque. Et les objets connectés n'y échappent pas, fondamentalement. Donc si les objets connectés, c'est développer le plus vite possible des objets en dépit du bon sens, du point de vue de la sécurité, pour être les premiers sur le marché, les premiers au CES de Las Vegas, et les premiers, parce que c'est vrai qu'il y a une prime de leader dans ce domaine-là, eh bien, c'est sûr que ça va être compliqué du point de vue de la sécurité. A l'inverse, s'il y a un développement raisonné, raisonnable, si les clients de ces objets connectés sont les premiers à demander qu'un minimum de sécurité, une sécurité au juste niveau soit implémentée dans ces objets, là, il n'y a aucun doute sur le fait que cette nouvelle technologie va apporter beaucoup plus qu'elle ne va enlever en termes de sécurité. Donc c'est bien ça l'idée. Que l'on parle de cloud, que l'on parle d'objets connectés, qu'on parle de tout ce qui est de tous les buzzwords technologiques qu'on a pu entendre. L'important, c'est bien à chaque fois de repenser notre niveau de cybersécurité collectivement, hein, pas uniquement les experts, pour voir à quel point on résiste raisonnablement aux attaques. Et après, pour revenir sur la question finalement posée à Scott, on a quelque chose en 3 étapes systématiquement. D'abord, face à cette analyse de risque, il faut élever le coût pour les attaquants. Il ne faut pas que ce soit trop facile pour les attaquants d'attaquer, parce qu'autrement, de toute manière, on va défendre des camps de toile, et ça ne marche pas. Donc, élever le coût pour les attaquants. Donc, il y a un côté architecture, infrastructure très fort. Ensuite, une très forte agilité. Il faut détecter les attaques. Aujourd'hui, il y a des attaques qu'on détecte 2 ans, 3 ans après que l'attaquant ait commencé à faire. Je vous dis, évidemment, les conséquences sont absolument dramatiques quand on fait le bilan. Si on détecte l'attaquant dans la journée, je ne dis même pas dans la seconde, ça ce sera dans quelques années, je dirais ça, mais si on le détecte dans la journée, déjà, on est à peu près sûr d'éliminer 99% des effets que ça peut avoir. Donc une grande agilité. Et ensuite, admettre que, il faut être très modeste, admettre que malgré tout ça, des attaques vont passer, et il faut se préparer au pire. Je suis d'accord. Il faut s'y exercer. Il faut un plan, même si le plan est très vite adapté, mais il faut s'y être préparé. Et ça, il faut le faire collectivement, parce que faire face à une crise cyber, ça ne se fait pas dans son coin, dans son entreprise, sur ses propres systèmes, parce que c'est très souvent des crises réellement systémiques. Et même au niveau de l'État, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Il y a un peu moins d'1 an, c'est le dernier grand exercice qu'on a fait
Et ça se passe dans la cellule de crise, à Beauvau, enfin vraiment comme si la France était au bord du gouffre. Eh bien, c'était justement sur des sujets comme ça. Qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce que l'on réagit collectivement si on perd l'énergie suite à une cyberattaque? C'est extrêmement instructif et ça montre que l'ensemble des ministères qui sont impliqués, ainsi que des acteurs privés évidemment, sont nécessaires à une résolution la moins catastrophique possible de la crise. Merci infiniment à tous les trois. On aurait pu continuer cette passionnante discussion encore et la prolonger encore un sacré moment. Merci, merci infiniment. Arnaud, on vous applaudit, on vous remercie évidemment. Arnaud, la conclusion maintenant.